Bienvenue à Cancer de la prostate sans tabou, un balado produit par Procure dans le but d'aider, de soutenir et d'informer les hommes à risque, les personnes nouvellement diagnostiquées, les survivants et leurs familles. Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez l'homme. C'est aussi la troisième cause de mortalité et au Québec seulement, 12 hommes par jour en reçoivent un diagnostic. Pourtant, c'est encore un sujet tabou pour plusieurs. Les balados Procure se veulent des discussions franches et transparentes avec patients, accompagnateurs, médecins, chacun avec leurs histoires personnelles et leurs expériences face à la maladie. Nous espérons que cet outil répondra à des questions que vous n'avez peut-être pas osé poser et surtout vous permettra de voir que vous n'êtes pas seul. Nous vous rappelons que Procure offre un service de soutien téléphonique et en ligne 7 jours sur 7 avec des infirmières spécialisées en uro-oncologie pour répondre à vos questions et vos inquiétudes. Nous sommes là pour vous et vos proches. Contactez-nous. Bonjour, bienvenue à notre série de balados Cancer de la prostate sans tabou. Je me présente, je suis Isabelle Pagé, votre animatrice. Je suis aussi porte-parole pour la Fondation Procure, un organisme entièrement dédié au cancer de la prostate. Aujourd'hui, notre sujet, c'est un sujet très touchant, très émouvant pour moi parce que c'est comment j'ai vécu le cancer de la prostate de mon père. Alors, le cancer de la prostate, c'est une affaire de famille. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est un cancer qu'on vit en famille, qu'on vit ensemble. Et chaque famille a sa façon, son approche, son parcours, ses défis. Et aujourd'hui, j'ai invité Esther Meloche, la fille de Mario Ménard, Super Mario, qui a toujours été impliquée avec Procure. Esther et moi, on a eu l'occasion de se parler à quelques reprises lors des marches du courage Jean Pagé sur le Mont-Royal. En virtuel, cette année, heureusement, on va être en vrai, enfin. Et Esther, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, Je sais que c'est encore frais d'abord, mais on s'en remet jamais totalement. Ça vient par vagues. Parle-nous un peu de Mario. D'abord, il est décédé. Il est décédé en 2020, c'est ça? Exact, oui. Il est décédé le 24 décembre 2020. OK. Oui. À quel moment il avait reçu son cancer, son diagnostic de cancer de la prostate? Il l'avait reçu en novembre 2014. Donc, okay. Un moment où il avait 60 ans. OK. Ça a été quand même assez rapide comme progression. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il était... Bon, excuse-moi. Il était... tous les pronostics, dans le fond, on dit que ça... j'ai de la difficulté. Je vais prendre ton temps. Merci. Prends ton temps. Je vais te reposer la question. Oui, vas-y, merci. Ça a été rapide comme progression. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait des symptômes? Parce que le cancer de la prostate, on le sait, c'est un cancer qui est silencieux, qui est sournois. Est-ce qu'il y avait des symptômes? En fait, ça a été un peu par hasard qu'il a découvert qu'il avait le cancer. Il avait fait une chute en voyage, puis c'est en voyant son médecin où il a passé des tests et puis il a su à ce moment-là qu'il avait le cancer. De stade 7, je pense, là. Et il s'est fait opérer, tout ça. Et donc, on pensait que c'était derrière lui. Mais finalement, il y a eu une récidive, des métastases et tout ça. Et puis, dans le fond, 6 ans plus tard, là, il est décédé. Quand tu dis, on pensait que c'était derrière lui, étiez-vous dans le déni ou qu'est-ce qui vous faisait penser que, OK, tout était sous contrôle? Bien, souvent, une fois qu'il a eu son opération, on se disait, bien, ça y est, maintenant, il a fait ce qu'il fallait pour que le cancer soit parti, tout ça. Et donc, c'est quand il a reçu un résultat de récidive que là, ben, on pensait pas que ça allait avoir lieu pour lui. Puis, il s'est fait opérer, donc il s'est fait enlever la prostate, il s'est fait enlever aussi les testicules. Et puis ensuite, il a
vu qu'il y avait, son APS était très, très élevé. Donc, souvent, à chaque fois qu'il y avait des résultats, c'était toujours très, très élevé. Donc là, c'était là où ça devenait plus inquiétant. Il a fait de l'hormonothérapie, puis il s'est rendu à un moment donné où l'hormonothérapie ne donnait plus aucun résultat. Donc, il était éligible à faire un protocole de recherche, mais malheureusement, le cancer était trop avancé à ce moment-là. Donc, il y avait des métastases. Exactement, il y avait des métastases dans les os. Est-ce qu'avec un dépistage, je sais qu'on ne peut pas revenir en arrière, puis ce n'est pas mon but là-dedans, là, mais c'est juste de peut-être sensibiliser les hommes qui sont à l'écoute ou leurs épouses, à les encourager à aller voir leur médecin peut-être un peu plus tôt en prévention, ne pas attendre qu'il se passe quelque chose. Tout à fait, effectivement. Je pense que s'il y avait eu de la prévention, parce que c'est par hasard qu'il a fait des tests et en le sachant, bien, c'était déjà rendu au stade 7. Donc, s'il y avait eu un dépistage plus précoce, sans qu'il y ait eu une chute, par exemple, qui l'amène voir son médecin, clairement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincue. À quel moment vous avez réalisé pour vous? Ben, d'abord, j'ai oublié de te demander, êtes-vous plusieurs dans la famille? J'ai un frère. Okay. J'ai un frère. Okay. Mes parents, ça aurait fait 45 ans qui sont mariés cette année. Donc, on est une famille de 4. Tu sais, quand je disais tantôt que c'est une affaire de famille, oui. Je ne sais pas, es-tu d'accord là-dessus? Tout à fait, tout à fait. Je pense que quand mon père a beaucoup sollicité l'aide de procure, puis il y a eu une belle ouverture là, de la part des infirmières, tout ça, il s'est senti très bien accueilli. Donc, déjà, procure est une grande famille aussi, mais effectivement, c'est sûr que le cancer de la prostate, mais le cancer en général est une affaire de famille parce que ça impacte pas juste la personne qui a le cancer, ça impacte tout l'entourage. Et mon père était l'aîné d'une famille de 5 enfants. Et il a toujours, le chef de famille, il a toujours pris en charge toute sa famille. Donc là, ça impactait vraiment plus que lui, plus que nous. Ça impactait vraiment beaucoup de gens autour. Je ne sais pas pour vous, rapidement, pour les gens qui ne sont pas au courant, mon papa, c'est Jean Pagé. Il a été diagnostiqué à l'âge de 49 ans. Il est décédé en 2019. Donc, nous, on a vécu, contrairement à vous, pendant plus de 20 ans avec le cancer de la prostate. Ça a été, à un moment, tu sais, il y a eu des longues périodes, des longs moments où on n'entendait pas vraiment parler. Je me souviens, par contre, de ces fameux tests d'APS. J'avais l'impression que pour lui, un examen de français ou un examen de sciences ou de mathématiques, nomme la pire matière. Attendre ton résultat, pour lui, c'était vraiment difficile. Et c'est ça. Alors, ça a été sur une longue période. Et dans mon cas, à partir du moment où j'ai su qu'il y avait des métastases, puis je me souviens parce que j'étais dans la voiture, puis au téléphone, il m'a dit, ben j'ai des métastases dans les os. Et là, pour moi, ça a été un coup de massue parce que jusque-là, j'avais jamais envisagé le fait que ça pouvait se terminer. Là. Puis il pouvait y avoir une fin à tout ça. Je ne sais pas dans ton cas comment ça s'est passé. Bien, en fait, mon père l'a su en 2014 et un peu comme tu le dis, souvent on entend que les hommes meurent de d'autres choses. Exact, de d'autres choses avec un cancer de la prostate. Donc, on entend ça, on se dit, bon, bien, les chances sont bonnes qu'il y ait qu'il se rétablisse et tout ça. Et donc, de nature positive, ma famille, moi, on se dit, ben ça va bien aller. Tu as été pris un peu tard, mais quand même à temps, tu te fais opérer. Donc, voilà, tu fais tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et contrairement à vous, ça a été rapide, dans le fond. Nous, on a appris ça. Moi, j'étais en train de faire des traitements de fertilité. Donc, on apprend ça. Finalement, il se fait opérer en 2015. Moi, je mène à terme mon projet d'avoir un enfant. Je suis enceinte et là, il nous dit qu'il y a une récidive. Donc là, il se fait opérer, il se fait enlever les testicules. Et finalement, on se dit, bon, ben là, ça va juste bien aller. Puis finalement, mon bébé naît, puis c'est en juillet 2016 que là,
il sait qu'il a des métastases. Et donc, mais pour moi, à ce moment-là, c'est pas là que ça a été le coup de massue parce que, ben, OK, il y a de l'hormonothérapie, il y a quand même quelque chose qui est possible de faire. Et pour moi, ce qui a été le plus difficile, ça a été en septembre 2019, où là, il n'y avait plus aucune possibilité de traitement. Et il me l'a un peu comme toi appris dans la voiture en disant je ne réponds plus au traitement, il n'y en a plus, je ne suis pas éligible au projet de recherche parce que c'est trop avancé. Et contrairement à ma mère et à mon père, en fait, comme on ne vivait pas au quotidien la maladie, on ne l'a pas, je pense, ni mon frère ni moi, réalisé avant l'ampleur de ça. Au moment où là, tu n'as pas de traitement, on dirait que mes parents, le chemin se faisait graduellement parce qu'ils le vivaient au quotidien. Mais c'est au moment où là, il n'y en a plus de traitement. Là. Puis là, l'état de santé de mon père s'est dégradé rapidement à partir du mois d'août où il n'y a plus eu de traitement jusqu'au moment où il est décédé. Ça a été très fulgurant. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que... C'est intéressant ce que tu dis parce que le couple le vit, comme tu dis, au quotidien, a le temps de se préparer. Tout à fait. A le temps d'assimiler, d'apprivoiser tout ça. Mais nous, les enfants, n'étant plus à la maison, on le vit un peu à distance. Et... mais peut-être, je pense qu'il y a un petit peu de déni, d'espoir, on se croise les doigts. Oui, c'est ça. De naïveté, dans le fond, d'enfant, qui fait, ben non, mon père, c'est le plus fort. Oui, c'est ça, exact. Il est capable. Le mien, c'était pas Super Mario pour rien. Il était vraiment, c'est ça. C'est vrai. C'est ça, tout à fait. Et c'est pour ça que le choc est si fort à partir du moment... Puis c'est correct aussi, je pense que ça se passe comme ça. Dis-moi, on est deux femmes, une en face de l'autre. On a notre façon bien à nous d'approcher la vie, d'approcher les émotions, de vivre des moments difficiles. Les hommes ne veulent pas, sont différents, n'ont pas les mêmes besoins. Ton frère, il a vécu ça comment? C'est une bonne question. En fait... on n'a pas eu tellement la chance de se parler de ça. Mon frère était, de la façon dont il l'a vécu, mon frère était très occupé au travail avec sa famille, mais aussi très émotif. Donc, puis moi, j'étais plus proche physiquement et aussi depuis toujours de mes parents. Mais, tu sais, mon frère, il a eu la chance, parce que mon père est décédé à la maison, il a choisi la sédation palliative pour mettre fin à ses souffrances. Puis, mon frère était plus, on prenait en charge les finances, on s'assurait que tout ce que ma mère soit le mieux possible avant le décès de mon père, parce que mon père gérait tout dans la maison. Et donc, mon frère a repris un peu exactement, il a pris en charge. Il voulait que papa soit fier de lui et tout ça avant qu'il décède. Mais il a eu la chance, malgré tout, de se laisser bercer par lui juste avant la fin. Là. Donc, mais quand on a fait la cérémonie pour mon père, on l'a fait en octobre dernier, donc à cause de la COVID, tout ça. Il a dit, mon frère, quelque chose de très touchant parce que mon père a rendu son dernier souffle au moment où mon frère était avec lui, au moment où ma mère dormait, au moment où moi j'étais partie me reposer. Et il a dit, je comprends que tu t'es assuré que ta femme soit bien, que ta fille soit bien, et tu m'as laissé avoir la chance de partager ton dernier souffle. Donc, mais je pense qu'il se sent très responsable un peu de prendre en charge. Exact. Vous avez des questions, des préoccupations, des inquiétudes? Contactez-nous 7 jours sur 7 au 1-855-899-2873 pour discuter de façon confidentielle avec une de nos infirmières spécialisées en uro-oncologie qui prendra le temps de vous écouter et de vous fournir des réponses éclairées.
l'équipe de soutien Procure est là pour vous. Voilà, écoutez, on est en balado. C'est sûr que les deux, on a les yeux pleins d'eau parce que c'est vraiment très touchant. Je te remercie vraiment de partager ces moments-là parce que c'est tellement précieux. Puis, il n'y a pas une bonne façon de vivre ça, mais c'est intéressant d'entendre les différentes versions. Je parlais dans un autre balado que j'ai fait avec Jean Fesséné, qui est un patient diagnostiqué survivant du cancer de la prostate. Puis, on parlait beaucoup des tabous autour du cancer. Puis, on parlait de comment les hommes voulaient vivre ça par eux-mêmes, souvent, voulaient protéger leur entourage, un peu comme ton père, un peu comme le mien, qui ne nous l'a pas dit tout de suite au début, qui l'a gardé pour lui, qui disait ah, « ça va bien, tout va bien, tout est en contrôle ». Mais j'ai réalisé en lui parlant que effectivement, des fois, les hommes veulent choisir leur source d'information, veulent pas nécessairement savoir ce que nous, on veut savoir. Ils ne posent pas les mêmes questions aux médecins, ils n'ont pas la même approche. Et j'imagine que ton père ne fait pas exception, là. C'est un peu la même chose. Oui, tout à fait. Mais mon père s'informait beaucoup. Puis, Procure a été très présent. Mais je me rappelle, il faisait des graphiques, Isabelle, de son APS, là, pour tout. Ah, pour vrai? Oui. Mais mon père était très à l'aise de parler de tout ce qui peut entourer les effets secondaires, les difficultés que peut engendrer un cancer de la prostate. Mais c'est ça, il cherchait les bonnes sources d'information, puis des fois, il lisait plein de choses, il s'informait vraiment, vraiment beaucoup, puis après ça, des fois, il nous tentait de nous partager tout ça, mais c'était trop d'informations pour nous, tu comprends? Mais c'est dur d'y voir clair. Oui, tout à fait. Parce que les traitements, ton père a dû en avoir plusieurs, le mien aussi. Oui. Des fois, tu dis, OK, là, il est rendu où? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Puis, mais c'est ça, il vivait toujours ça de façon assurée, contrôle. Ça va. Mais est-ce que tu l'as accompagné à quelques reprises à des traitements ou c'était plus ta mère? C'est plus ma mère qui était là. Par contre, moi, j'ai pris 8 semaines, je pense, de congé de compassion offert par le gouvernement fédéral. Donc, j'ai accompagné, j'ai été là. En fait, ça a représenté 3 semaines. En fait, quand j'ai vu, au début décembre, j'ai été en arrêt de travail pour être 3 semaines à temps plein à la maison avec ma mère, avec mon père. Donc, j'ai pu les voyager jusqu'à l'hôpital parce que là, il y avait beaucoup de difficultés à ce moment-là à se déplacer en fauteuil roulant, puis tout ça. Donc, j'ai eu cette chance-là d'être les 3 dernières semaines de sa vie complètement dans la bulle, complètement là. J'assurais la communication avec ses frères et sœurs qui habitent dans plein de régions du Québec. Je m'assurais de qu'ils puissent venir voir parce qu'on vit chacun notre deuil aussi d'une façon différente. Puis avec la COVID aussi, donc ce qui me rend fière, c'est d'avoir permis à mon père et à ma famille de vivre le départ de cette façon-là. De façon digne. Exactement. De façon... c'est beau. Exactement. C'est beau. C'est bien. C'est le fun. J'aime beaucoup le partage qu'on fait parce que pour les gens qui nous écoutent, je dirais, on n'est pas fataliste. Aujourd'hui, là, on parle de notre expérience, mais moi, je disais souvent, je ne veux pas avoir de regrets. Et je suis contente de l'avoir accompagné. Et s'il y a des gens qui nous écoutent, mais je n'invite pas les enfants à aller avec votre papa chez le médecin pour, donner un petit répit à la personne qui est aidante naturelle, qui est toujours là, c'est lourd au quotidien. Et moi, je voyais ça comme un privilège. C'était un moment que j'avais... Puis on n'était pas obligé de se parler, c'est pas nécessaire. Tu sais, on a toujours la peur du silence ou de vouloir combler des vides, mais juste d'être présent, de le laisser guider, de juste l'accompagner silencieusement. Des fois, ça fait du bien et ça nous... on le porte longtemps. Oui, tout à fait. Tu sais, pour faire si tu me permets, pour faire un peu de pouce sur ce que tu dis, j'ai toujours été très proche de mon père et une semaine avant son décès, avant qu'il prenne la décision que c'était terminé,
j'ai abordé avec lui. Comment tu vois, as-tu des volontés, toi, pour la fin, pour après? Et donc, il s'est ouvert à ce moment-là, puis c'est quelque chose que j'ai enregistré sur mon téléphone. Oh, wow. Oui, donc c'est vraiment précieux. Puis ma mère, elle n'était pas capable d'aborder ça avec mon père. C'était comme si je parle de ça, ça va aller plus vite, il va partir plus vite ou tout ça. Ouais. Donc, je vois vraiment ça comme étant une chance d'avoir été proche. Puis justement, j'invite les gens qui peuvent le faire à s'impliquer aussi. Pas avoir peur. Non, exactement. Exactement. Oui. Ton père était très impliqué, tu l'as dit tout à l'heure, à chacune des marches. Je me souviens, il y avait son équipe. C'était important pour lui de ramasser de l'argent pour Procure, de faire avancer la recherche, tout ça. Est-ce qu'il parlait beaucoup avec d'autres hommes qui vivaient la même chose que lui? C'est quoi son implication? Mais tu sais, je me rappelle qu'à un moment donné, il avait fait partie d'un groupe là, d'échanges avec des... Ouais, exact, avec des hommes. Puis, il parlait tellement ouvertement de tout, tu sais, à ses collègues de travail, ses anciens collègues de travail, à ses frères. Donc, je pense que son implication était là en disant, ben Procure est là, mais le cancer est là aussi. Donc, voici, en étant si ouvert, je pense, de sa situation, c'est sûr que ça a eu un impact sur les cousins, mes cousines, ses cousins, plus les hommes, là, mais vraiment pour la famille, pour les gens de son milieu de travail aussi, le fait que rien n'était caché. Puis des fois, même, on en était mal à l'aise. Oui, c'est ça, tu peux comprendre toi aussi. Mais non, lui, il n'y avait aucun tabou. Mais c'est bien parce que ça prend des gens comme ça. Je pense au maire Labombe qui parle publiquement de son cancer de la prostate. Mon père qui s'est impliqué, puis dès qu'il y avait un micro, il en parlait, invitait les hommes à aller se faire tester, il parlait même de sa vie sexuelle en nombre des fois. Alors, mais je trouve ça remarquable parce que moi, j'ai accepté, tu parlais, moi, à la fin, j'ai demandé à papa, comment tu me vois dans Procure, tu sais, parce que je parlais beaucoup avec Laurent Proulx, qui est le directeur général de Procure, puis il me disait, Isabelle, je vais avoir besoin de toi, tu sais, puis je disais, oui, mais attends, elle est où ma place? Et j'avais besoin de valider avec lui aussi pour dire, mais toi, papa, qu'est-ce que tu t'attends de moi, tu sais? Et pour nous, étant donné que papa était des premiers jours de Procure, ou presque, Procure a toujours fait partie de la famille. Donc, c'était une continuité logique dans mon cas. Et d'autant plus que j'ai 2 garçons. J'ai 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, mais j'ai 2 garçons. On le sait. Le cancer de la prostate, c'est prouvé que il y a une grande partie d'hérédité dans le cancer de la prostate. Alors, c'est certain que moi, j'ai envie de continuer à en parler, à être là, à travailler pour la cause, à m'impliquer pour la cause pour que dans quelques années, mes garçons puissent encore plus ne pas mourir du cancer de la prostate, être dépistés tôt, avoir encore accès à des traitements d'autant plus révolutionnaires. Moi aussi, papa, il a fait beaucoup de protocoles de recherche, il a testé des médicaments, tout ça. Alors, c'est assez fabuleux là, quand on voit tout le travail qui est fait et toute l'implication des gens comme ton père qui s'est tellement impliqué, je me souviens. Écoute, je te remercie beaucoup du partage que tu nous as livré ce matin. Merci. Ça a été très touchant. Je sais qu'il ne doit pas y avoir une journée non, où tu ne penses pas à ton... Non, il n'y en a pas une. Et puis moi, j'ai associé mon père au cardinal rouge que je vois dans ma cour. Alors, tous les jours, j'en vois un et donc tous les jours. Il vient te saluer. Exact. C'est beau. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je donne rendez-vous pour d'autres balados avec des sujets tout aussi intéressants dans notre série de balados Cancer de la prostate sans tabou. Merci d'avoir écouté Cancer de la prostate sans tabou, un balado produit par Procure.
Pour en savoir plus sur le cancer de la prostate et nos épisodes de balado-diffusion, rendez-vous sur procure.ca.